Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Alors, quand on s'est quitté hier, je m'apprêtais à poser une question, évidemment, sur l'article 10.2, sur le paragraphe où on parlait d'interaction dans la collectivité. Alors, la question portait sur la police, finalement. Est-ce que la police utilisera l'identité numérique nationale? Si, par exemple, je me fais arrêter parce que je roule trop vite et le policier peut vérifier, peut authentifier mon identité, confirmer que mon permis de conduire est valide, que j'ai payé le paiement, tout ça. Mais j'imagine qu'il va peut-être aussi pouvoir vérifier l'immatriculation de la voiture. S'il a besoin de vérifier que c'est ma voiture ou si je ne suis pas dans ma voiture, admettons, est-ce qu'il va vérifier l'immatriculation? On est obligé de garder, quand on conduit, on est obligé d'avoir une preuve d'assurance de la voiture. Donc, est-ce que le policier va pouvoir aller dans le système et voir qu'on a une assurance? Auquel cas, ça veut dire que les assureurs vont être comme des participants privés à ça. Alors, est-ce qu'on peut m'éclairer sur comment on prévoit que ça fonctionne, s'il vous plaît? C'est une excellente question, Madame la députée. Puis je vous avoue qu'à la genèse du projet, on s'est posé cette question-là. Donc, le portefeuille, c'est-à-dire, je vais y aller plus largement, l'identité numérique, c'est une mission. L'identité d'un citoyen, c'est une mission régalienne de l'État. C'est à l'État à fournir une identité à ses citoyens à travers différents documents, à travers différentes attestations. Donc, ces attestations-là forment ce que j'appellerais, moi, le premier cercle, c'est-à-dire votre certificat de naissance, votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie, pour prendre les exemples les plus courants. On a eu des discussions à la genèse du projet, mais qu'en est-il d'un deuxième cercle? Par exemple, carte bancaire, preuve d'assurance. Alors, preuve d'assurance de la voiture, preuve d'assurance de tous acabit. Est-ce que ces documents-là pourraient être intégrés au portefeuille? Dans cette situation-là, ça ne dépend pas que de nous. Donc, l'idée du portefeuille, c'est qu'il soit interopérable. L'idée du portefeuille, c'est qu'il puisse effectivement interagir avec d'autres services de la société civile qui devront évidemment faire l'objet d'une entente. Et on pourra à ce moment-là les rendre compatibles parce que les normes que nous utilisons pour le développement du portefeuille numérique du Québec, ce sont des normes internationales. Donc, il y a une volonté d'interopérabilité. Maintenant, ces documents-là, nous n'en sommes pas les émetteurs, donc il faudra qu'il y ait des ententes, parce que si on intègre un document dans le portefeuille, il faut quand même qu'on soit sûr de sa validité, de son authenticité, de son irrévocabilité aussi, parce que c'est bien beau dire j'ai une preuve d'assurance, oui, mais est-ce qu'elle a été révoquée? Alors, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Donc, nous, dans un premier temps, ce qu'on souhaite, c'est fournir une attestation d'identité aux Québécois dans ce portefeuille-là. À terme, avec les partenaires gouvernementaux, c'est de fournir les attestations qui sont nécessaires, à l'identité, mais surtout à des prestations de services, puisque là, il y aura une identité numérique. Mais éventuellement, oui, la loi nous permettrait d'intégrer d'autres documents, mais ce sera légalement possible. Maintenant, sur le plan technologique, ça devra faire l'objet d'ententes et de discussions avec les organismes émetteurs. Et ce genre d'entente, parce que là, vous venez de m'ouvrir des questionnements, parce qu'un assureur a nécessairement actuellement beaucoup d'informations qui concernent l'assuré, c'est-à-dire sa date de naissance, son nom, son lieu de résidence, évidemment, le montant de ses garanties d'assurance, son dossier
de sinistres, donc s'il y a déjà eu des accidents responsables ou non responsables, peu importe. Alors, c'est une quantité quand même impressionnante d'informations, là. Puis ça, c'est pas l'identité numérique qui crée ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Que les assureurs ont. Ils ont déjà, c'est ça. Alors, s'ils voient que le portefeuille numérique du gouvernement fonctionne bien et sécuritaire, parce qu'eux aussi ont toutes leurs normes, leurs standards de sécurité informatique et autres. Alors, s'ils voient s'ils sont à l'aise pour faire affaire avec le gouvernement, est-ce que on pense que on va être capable de restreindre l'information qui sera dans la source de données, finalement, parce que pour les MO, les ministères et organismes, on peut le faire. C'est ce que j'ai compris du projet de loi. Juste les personnes qui ont tel profil, qui exercent telle fonction, vont pouvoir avoir accès à la donnée nécessaire et pas aux autres données. Est-ce que, techniquement, on va être capable de faire ça aussi quand c'est un partenaire externe, comme un assureur, par exemple? Oui, là, je vais être clair. Il n'y aurait pas, même dans le cas où on intégrerait une preuve d'assurance dans le portefeuille numérique, il n'y aurait pas échange d'informations. Alors, il y aurait un échange de validation. Et c'est très différent. À savoir, par exemple, ce que je vous disais, c'est que si vous vous identifiez avec le portefeuille, vous allez dans un dépanneur, moi, je ne vais pas donner d'informations à l'entreprise, au dépanneur ou à l'entreprise qui vous demande de vous authentifier. Ce que je vais faire, je vais dire, le document qui est exhibé est authentique, je m'en porte garant. Alors après ça, lui fait ses validations. De la même façon, nous ne transmettrions pas d'informations ou nous ne donnerions pas accès aux banques du gouvernement à des organismes qui sont extérieurs au gouvernement. Donc, si on nous dit, par exemple, je veux télécharger la preuve d'assurance de Éric Kerr, bien, je veux dire, lui prétend être Éric Kerr, est-il le Éric Kerr? Et on va donner ce qu'on appelle un jeton, un token en anglais, qui dit, oui, j'atteste que les informations sont véridiques et donc que j'atteste de son identité. Ça s'arrête là. Donc, tout le processus que je vous expliquais de dire, bon, bien, à partir de là, je peux fournir le nom, le prénom à l'entité parce qu'il y a une prestation de service qui le requiert. Ça, c'est vrai pour des organismes publics. Ce ne serait pas vrai pour des organismes privés. Donc là, c'est tout simplement d'accepter que le document, avec l'identification, l'authentification de l'individu, le document qui est rattaché à cette personne-là puisse être intégré au portefeuille numérique. Donc là, c'est des protocoles informatiques, mais il n'y aurait pas d'échange d'informations. Donc, pas d'échange d'informations disons du gouvernement, mais on va dire du système gouvernemental d'identité numérique vers un tiers comme un assureur. Cependant, puisque l'assureur a déjà beaucoup d'informations, est-ce que l'inverse pourrait être vrai? C'est-à-dire que l'assureur, par les informations qu'il a, disons parmi les informations consultables par un policier en cas d'intervention, est-ce que ça pourrait être effectivement peut-être pas transmis au policier, mais que le policier pourrait voir toutes ces informations-là? Je vous dirais que je n'en vois pas l'utilité, compte tenu que l'un et l'autre ont les informations requises pour la prestation de service. Je ne verrais pas l'intérêt de cet échange d'informations-là, qui, en vertu de toute façon de la loi 25, devrait faire l'objet d'un consentement de l'individu. Mais de toute façon, dans l'opération, je vois, il y aurait pas de... Dans le fond, tout ce qu'on veut, nous, c'est attester de la véracité, de l'authenticité et de l'irrévocabilité des documents. C'est ça, c'est de ça qu'on veut s'assurer. Une fois ça, après ça, bien, dans le cas d'un policier, par exemple, il y a tout un processus suivant le type d'intervention qui se met en place. Puis là, bien, à partir de là, les informations requises pour que le policier puisse faire son travail lui seraient de toute façon transmises par le gouvernement. Et comme on a... Non, c'est ça. Comme on a déjà dit en cette commission que
on n'irait pas chercher de l'information. On va pas. Il n'y aura pas de traçabilité des authentifications d'un citoyen, c'est-à-dire que le citoyen qui va au dépanneur s'acheter une caisse de bière, qui se fait prendre, il n'y a pas de journalisation. Non. Alors, le policier qui l'arrête parce qu'il a brûlé un feu rouge, même s'il ne soupçonne pas que la personne est en état d'ébriété, mais juste parce qu'il a brûlé un feu rouge ou un arrêt, ne saurait pas, en vérifiant l'authenticité, la validité du permis de conduire, de l'immatriculation, de l'assurance, que ce citoyen-là vient d'aller acheter une caisse de bière au dépanneur. Non. À moins de faire ouvrir le coffre et de voir la caisse de bière. Non, c'est ça, oui, par les moyens usuels, mais par des moyens... non, il n'y aurait pas de traçabilité. Par contre, l'intervention du policier, elle, ferait l'objet d'une journalisation. Par exemple, s'il fait une validation d'identité, comme on le fait dans ces cas-là, c'est journalisé. S'il y a une procédure qui suit, par exemple, l'émission d'une contravention, etc., bien, ça, évidemment, c'est journalisé. Puis maintenant, si je laisse de côté l'exemple de l'intervention policière, et puis je vais du côté de la CNESST. Oui. Dans un dossier de personne qui a subi une lésion professionnelle. Et là, si cette personne-là a une assurance privée, je ne sais pas moi, d'invalidité, par exemple, et que la personne est effectivement déclarée invalide, là, il y a la CNESST qui est dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y aurait possibilité ou est-ce que la personne blessée, invalide, qui s'identifie pour obtenir les services de la CNESST serait à risque, disons-le comme ça, que la CNESST aille voir tout son dossier, consulter son dossier d'assurance invalidité, par exemple, chez un assureur privé? Pour un assureur privé, je ne pense pas que ce soit possible. Ça ne sera pas possible grâce à l'identité numérique. Maintenant, est-ce que la CNESST actuellement a accès à ces informations-là? Je ne le pense pas, mais je ne peux pas vous le garantir parce que je ne suis pas familier avec les procédés de la CNESST. Mais ça ne sera pas possible en raison de l'utilisation de l'identité numérique nationale. Ça, c'est clair que non. Donc, l'identité numérique nationale ne ferait pas en sorte que la CNESST ait accès à des choses qui, automatiquement... autrement, elle n'a pas accès? Non. La réponse à votre question, c'est non. D'accord. Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, si la CNESST demande des informations sur les garanties d'assurance privée, par exemple, d'une personne, mais là, il faut que la personne consente, finalement, à ce que cette information-là soit donnée parce qu'elle va, à ce moment-là, elle va mettre les deux ensemble, mais donc, vous me rassurez que dans le code de l'identité numérique nationale, cette information-là de l'assureur ne viendra pas automatiquement être consultable par la CNESST. Non. Ce que ça va faire, c'est que la personne va s'identifier numériquement. Donc, à partir de là, les informations concernant son identité qui sont requises pour la prestation de service par un agent de la CNESST pourront lui être transmises, mais ça s'arrête là. Toutes les autres interactions qui requièrent le consentement de la personne vont continuer à requérir le consentement de la personne. L'identité numérique nationale ne change rien à ça. OK. Maintenant, toujours sur les interactions dans la collectivité, prenons l'exemple d'une banque ou bien même d'un fournisseur de cellulaire, de forfait cellulaire ou d'appareil cellulaire. Compagnie de télécommunications. Exactement. Okay. Alors, peut-être que ces entreprises-là, comme je disais tout à l'heure, pourraient trouver que l'identité numérique nationale du Québec fonctionne tellement bien et tellement sécuritaire qu'ils veulent que leur système soit interopérable. Ils veulent pouvoir l'utiliser. On a dit d'un côté que les prestations de services publics ne seraient pas conditionnelles à l'utilisation de l'identité numérique nationale, que les services publics vont continuer d'être donnés aux personnes qui vont présenter
une carte ou qui vont se présenter au comptoir ou qui vont téléphoner, ils vont quand même avoir leur service sans avoir à s'identifier par l'identité numérique nationale s'ils ne le veulent pas ou s'ils ne peuvent pas le faire. Est-ce que c'est... Tout à fait. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que, sauf erreur, je ne pense pas qu'on a dans ce projet de loi, puis est-ce qu'on pourrait l'avoir, je ne sais pas, mais s'il y a des tiers comme les banques, comme les entreprises de télécommunications qui utilisent cette authentification parce que ça fonctionne bien, parce que c'est sécuritaire, est-ce qu'on ne pourrait pas en venir à un stade où ces entreprises-là exigent ce que le gouvernement n'exigerait pas aux citoyens pour une prestation de service public? Est-ce que ces entreprises-là pourraient exiger parce que c'est plus sécuritaire? Et est-ce qu'on a moyen de s'assurer, peut-être dans ce projet de loi, qu'on n'en vienne pas à ça? Bien, en fait, non, parce que, comprenons-nous bien, là. Allons à la genèse de votre question, qui est, est-ce qu'une entreprise privée pourrait décider de cesser de donner des services en personne pour obliger ses clients à n'utiliser que des services numériques? Peut-être. Je trouve que ce serait un drôle de plan d'affaires, pour être très honnête avec vous. Et comme cette entreprise-là, de toute façon, n'a aucune obligation d'utiliser l'identité numérique nationale pour identifier et authentifier ses clients, à la limite, une entreprise pourrait, indépendamment totalement de l'identité numérique nationale, comprenons-nous bien, parce que l'utilisation obligatoire de l'identité numérique nationale n'est que pour les services publics du gouvernement du Québec. Même au niveau des municipalités, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Au niveau du fédéral, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Puis dans la société civile, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Donc, cette obligation-là, elle n'est que pour les services publics gouvernementaux. Donc, à ce niveau-là, moi, je peux affirmer aux citoyens du Québec, vous n'aurez jamais l'obligation de l'utiliser. Le gouvernement ne vous privera jamais des services en personne pour vous forcer à utiliser des services de prestations électroniques. Mais une entreprise privée qui dirait, moi, je ne l'utilise pas, ton identité numérique nationale, ce qui est le cas actuellement. Si vous utilisez les services de Desjardins, c'est leur service d'authentification qui est utilisé. Si vous avez un compte avec une compagnie de télécommunications puis vous voulez payer vos factures en ligne, ce n'est pas notre service d'authentification qui est utilisé, c'est le leur. Et donc, s'ils décidaient de fermer leur comptoir de service, je ne pourrais pas les en empêcher, mais ce serait vraiment un drôle de modèle d'affaires. Qui est un modèle d'affaires que malheureusement on voit avec Desjardins dans les régions où les guichets automatiques sont fermés. Avec des bémols, Madame la députée. C'est vrai que Desjardins va actuellement restreindre certains services parce que le coût versus l'utilisation fait en sorte que Desjardins, puis je ne commande pas la décision, là, je fais juste comprendre, expliquer. Le coût utilisateur fait en sorte qu'eux rationalisent. Mais il y a encore des guichets, il y a encore des caisses, il y a encore des endroits où on peut... Et je n'ai pas entendu de la part, par exemple, de Desjardins, une intention de fermer toutes ces caisses pour dire à partir de maintenant, vous n'utilisez que accéder. Donc, je comprends ce que vous dites sur la rationalisation, c'est vrai, mais rationalisation n'est pas abolition non plus. Absolument, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas une abolition, mais on sait qu'il y a des villages où les gens sont sortis puis on dit, bien là, c'est parce qu'on n'a plus de guichet automatique, on ne peut plus aller chercher l'argent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une abolition de leur service dans l'ensemble du Québec, mais pour ces gens-là, c'est le seul service qu'ils ont. Alors, pour eux, dans les faits, le service est fini. Il n'est plus à proximité, puis c'est incommodant. Et ils ne peuvent peut-être pas, ils ont peut-être, tu sais, ça peut être des personnes âgées, ils ne peuvent plus conduire à cause de problèmes de la vue ou n'importe quoi. Donc, mais votre question, excusez-moi, je finissais, je m'excuse. Oui, c'est ça. Mais je ne voulais pas faire le cas de Desjardins ici, là, mais je constatais simplement qu'il y a des services qui ne sont plus offerts pour certaines personnes dans la communauté. Ça a des impacts. Et vous avez parlé de coûts. On peut comprendre que c'est pour ça, mais justement, peut-être que dans nos interactions dans la collectivité, il y aura peut-être, comme je disais, les banques ou les entreprises de communication qui vont dire,
c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus efficient de faire affaire avec l'identité numérique nationale pour valider Oui. l'authenticité. Et puis nous, on va faire juste ça. Alors, c'était là parce que je comprends que le gouvernement ne veut pas faire ça, les ministères et organismes ne veulent pas faire ça. Ça serait un peu comme un champ gauche, disons que certaines entreprises diraient, bien là, ça marche tellement bien, ça nous coûte tellement moins cher que nous, on exige ça. Et oui, on peut toujours changer de banque, mais une personne qui a une hypothèque à renouveler ou qui a ses REER ou ses FER dans une institution qui se trouve à être obligée d'utiliser une technologie gouvernementale, non pas par la volonté du gouvernement, mais par la volonté d'un tiers. Alors, est-ce que le gouvernement pourrait légiférer pour empêcher une situation comme ça parce qu'on veut que tous les Québécois aient les services nécessaires? Je vais nuancer, Madame la députée, avant de répondre à votre question plus précisément. Alors, il faut faire la distinction entre la volonté d'une organisation publique ou privée de donner des services numériques et le service d'identification et d'authentification qu'elle utiliserait. Donc, actuellement, les entreprises privées donnent des services numériques, utilisent leurs services d'identification, authentification. Votre question, c'est est-ce qu'ils pourraient cesser ou restreindre significativement les services en personne pour pousser la population vers des services numériques qui seraient moins coûteux? C'est possible. Est-ce qu'on peut l'interdire? Non. Mais l'utilisation d'un service d'authentification, qu'il soit le leur ou celui du gouvernement du Québec, n'a pas d'impact sur cette politique-là, dans le sens où qu'ils utilisent leur service d'authentification ou qu'ils utilisent l'identité numérique nationale. S'ils décident de restreindre les services en personne pour amener la clientèle vers les services numériques, c'est pas en lien. Donc, ils pourraient effectivement décider d'utiliser l'identité numérique nationale pour des raisons de commodité de la clientèle d'abord parce qu'il y a une habilité à l'utiliser puisqu'il y a une récurrence dans l'utilisation. Plus on fait quelque chose, plus on est habile à le faire. Donc, quand vous utilisez l'identité numérique nationale avec le gouvernement du Québec, avec votre municipalité, avec le gouvernement fédéral, avec votre entreprise de télécommunications, avec votre assureur, bien, c'est sûr que c'est un geste qui devient routinier, donc facile à faire. Donc, pour des raisons de commodité, ça pourrait effectivement les intéresser. Pour des raisons de sécurité, ça pourrait les intéresser aussi, quoique je pense qu'ils ont des services d'authentification qui font bien le travail, mais le nôtre est pas mal non plus. Pour des raisons de coût, malgré qu'il y aurait une tarification, il faut bien comprendre que l'utilisation de l'identité numérique nationale ne serait pas gratuite pour les entreprises privées. Il y aurait une tarification parce qu'il y a un coût pour le gouvernement à le faire. Donc, tout ça ferait partie d'entente, mais ça n'a pas d'impact sur le fait que la compagnie X ou Y décide de restreindre, voire abolir ses services en personne. Non? Et ça, non, on ne peut pas l'interdire. D'accord. Merci. Monsieur le Président, je pense que j'ai... Bien, en fait, il vous reste du temps, mais c'est du temps emprunté, comme on pourrait dire, sur l'étude globale de l'article à l'étude en ce moment. D'accord. C'est comme vous le souhaitez. Je pense que je vais arrêter ici pour l'instant, puis je reviendrai pour... Vous avez toujours une marge, Merci. Madame la députée.